Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu des Sureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Cette semaine, je reçois Dr Maxime Chaliot, médecin français, qui se décrit comme étant sensible à la qualité de vie des soignants. J'ai découvert Maxime en ligne et j'ai tout de suite eu envie de l'avoir en entrevue. Maxime a puisé dans ses expériences personnelles pour définir sa pratique et orienter celle-ci, en partie, vers la prise en charge de la détresse de ses collègues. Ensemble, nous discutons de sa carrière, de ses expériences, des enjeux de détresse morale des soignants et des pistes de solutions potentielles. Un entretien très touchant avec un médecin qui n'hésite pas à baisser son armure pour le bien-être de ses collègues. Bonne écoute. Maxime, bon après-midi pour toi. Merci, à toi aussi. Je te remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado La Santé au-delà des mots. Donc, je t'ai découvert en ligne. Donc, j'ai fait quand même plusieurs épisodes dans mon podcast sur le bien-être des médecins. Puis, j'en ai fait avec les résidents. Je parle souvent des psychiatres. Puis là, je suis tombé sur toi qui parlait un peu là, de la santé des soignants. Puis, dans cette optique, je t'ai contacté. Tu as dit oui, donc on va se lancer avec ça ce matin. Donc, avant de commencer le cœur du sujet, parce que je regardais un petit peu tes activités, je me demandais une semaine normale dans la vie de Maxime Chaliot, c'est quoi comme la portion que je vois de toi en ligne? Je présume que c'est pas tout ce que tu fais. Là. Je veux dire, tu fais de la médecine aussi? Mm-hmm. Oui, je fais de la médecine. Bon, avant de commencer, déjà, je voulais te remercier de m'inviter. Ça me fait plaisir. Franchement, c'est vraiment un plaisir. Tu fais un podcast depuis un petit moment, plus de 150 podcasts. Je suis vraiment hyper content de parler sur ton podcast parce que le sujet est tellement important, au-delà de parler de moi, même si je pense qu'il y a un lien avec le sujet. Moi, ça me tient à cœur de parler de la santé des soignants, pas que dans l'Hexagone. Et donc, je suis hyper heureux d'en parler aujourd'hui. Tellement heureux que j'ai mis des boules de couleur autour de moi. Donc, excellent. Top. Et en fait, on va commencer direct sur un sujet, je pense que j'en ai jamais parlé, mais j'ai une forme de sobriété professionnelle. Depuis 3-4 ans, je suis très sensible, on va dire, à l'écologie profonde et aux justes soins et à une activité professionnelle équilibrée qui donc correspond à ma personnalité. Et pour être juste avec mes patients
j'essaie d'apporter une attention sincère. Et pour cela, je ne peux pas. J'ai appris à me connaître et je ne peux pas avoir des semaines de 35 heures de clinique, on va dire, de soins du terrain. Au bout d'un moment, le patient de fin de semaine, il n'aura pas la même chance que celui du début de la semaine. En gros, pour expliquer, Mhm, j'ai une pathologie neurologique, ça s'appelle la narcolepsie, mhm. depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Et si j'ai des surcharges émotionnelles ou du stress, ou voilà, ou je suis pas en équilibre de plein de manières, je peux pas apporter tout mon potentiel et toute mon écoute à mes patients. Donc j'ai fait un choix au moment de sortir de mes études, un tout petit peu après, c'est de pas trop augmenter enfin mes niveaux, on va dire mes besoins pour pas avoir à forcément augmenter trop mes niveaux de revenus et travailler à temps partiel. Donc je travaille à 60-70%. Mhm. Et le reste du temps, je suis engagé dans des actions bénévoles pour des causes qui me tiennent à cœur. Donc ma semaine type, je travaille 3 jours par semaine, le lundi, mardi, plus ou moins le jeudi. J'ai une association qui s'occupe de personnes en situation de handicap. Ma spécialité, c'est la MPR. Je ne sais pas comment c'est à Québec, mais MPR, c'est médecine physique et réadaptation. Médecine fonctionnelle et Mhm. rééducation fonctionnelle. Et, mais vraiment chronique, c'est-à-dire que au-delà de la rééducation, dans les centres de rééducation, moi, je suis encore en aval. Je suis dans la rééducation et la réinsertion sociale, familiale et professionnelle d'adultes ayant eu un traumatisme dans leur vie, principalement un AVC ou un traumatisme crânien, c'est un sujet jeune. Et à distance de la rééducation, ils ont bien récupéré leurs fonctions, on va dire motrices, du langage, mais il persiste d'importants handicaps invisibles qui l'empêchent de reprendre une vie professionnelle, familiale, sociale épanouissante. Et dans l'association où je travaille, on leur permet d'avoir un et plusieurs stages, un accompagnement de 6 mois jusqu'à 2 ans pour apprendre à comprendre leurs limites, mais aussi leurs points forts et se réinsérer professionnellement et important aussi socialement. Dans l'optique, j'imagine, lorsque c'est possible de retourner les gens au travail ou ce sont des Au gens travail, ouais. tellement malades que, OK, quand même on peut, OK. Il y a les deux. 30% reprennent une activité professionnelle seulement. C'est pour ça que je insiste sur l'activité sociale, parce que le travail n'est pas forcément une finalité en soi. Il peut y avoir aussi de la formation, de l'activité occupationnelle, se sentir utile aussi dans le bénévolat. Mais en tout D'accord. cas, retrouver, on va dire, confiance en soi, faire le deuil de mon moi d'avant qui avait des rêves, etc. Et retrouver aussi des qualités dans mon moi de maintenant qui a été traumatisé et prendre du plaisir dans mon quotidien, ce qui est devenu difficile suite au traumatisme, qui est principalement traumatisme crânien, mais il y a aussi des personnes qu'on accompagne qui sont des douloureux chroniques, des personnes ayant vécu des problèmes de santé mentale, etc. C'est assez global, on va dire. Et ça me plaît beaucoup. J'apprends beaucoup d'outils qui sont assez éloignés du soin à proprement parler de la médecine. Et ça me correspond bien comme travail. D'accord. Mais en même temps, c'est une activité qui est quand même qui vient avec une certaine charge émotionnelle. Si tu Oui, faisais, disons, des remplacements de hanches, ce serait comme moins lourd, là. Je sais pas, comme... On va en parler tout à l'heure, mais il me semble que ça met la table un peu... ah, je suis pas d'accord, moi, hein. OK. J'ai travaillé avant, pendant 2 ans, j'ai travaillé dans la prise en charge des personnes amputées. Alors oui, c'est pas un remplacement de Non, hanche, non, c'est ça, mais je effectivement. parlais de l'arthrose. Mettons, j'imaginais le patient qui Ouais, a une ouais, arthrose. peut-être l'arthrose de hanche. C'est pas Ouais, comme le jeune de 25 ans qui est tétraplégique, là. ouais, c'est vrai, mais pour moi, non, il y a quand même une charge émotionnelle quand on est chirurgien. Toujours. Mais la culture veut qu'on la masque ou qu'elle n'existe pas, mais pour moi, quand même, elle est importante. Tout à fait. Tout à fait. Peut-être,
peut-être que le fait que le temps de soins est moins chronique, donc on n'a pas le temps de l'aborder avec le patient, puisqu'il y a la chirurgie, enfin la préopération, l'opération, on passe un petit peu pendant la rééducation, puis le suivi, et puis en général, ça se passe bien avec la hanche. Mais il y a quand même une charge émotionnelle quand ça se passe mal, une opération qui se complique, etc. Je pense qu'il C'est y a certain. des enjeux. Non, tout à fait. Dis-moi, je t'avais... mais là, tu me dis que tu ne fais pas des grosses semaines, mais tu fais du bénévolat, mais dans le fond, mais pour toi, le bénévolat, ça n'a pas la même... Ça ne demande pas autant au niveau intellectuel, physique. Parce que entre faire une Oui, semaine de 60 heures de travail ou faire une semaine avec 30 heures de bénévolat et 30 heures de travail, est-ce qu'il y a une différence ou pour toi? oui, la différence, elle est énorme. C'est que sur la partie bénévolat, je choisis. OK. Euh, donc, il y a des semaines où je fais absolument rien. Mm. Après, il y a des semaines où j'ai, par exemple, j'ai souvent 1 ou 2 semaines dans le mois où j'ai beaucoup d'introspection, où je décrète avec moi-même que je fais rien en fait. OK. Vraiment, même pas de méditation, pas de respiration, juste rien en fait, rien du tout. Sur mes temps de repos, je me pose dans l'herbe, les pieds nus, et, euh, et je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ça, donc ne rien faire. Et quand il y a, à contrario du travail, ben, j'ai pas le choix. Je suis quand même obligé les semaines où j'ai besoin d'un temps inutile, ben, je suis quand même obligé de travailler ou alors je prends des congés. Mais c'est quand même nettement différent. Et après, c'est vrai que ça peut m'arriver de faire des semaines de 60 heures et donc 25 heures de travail et 35 heures de bénévolat, mais parce que je l'ai choisi. D'accord. D'accord. Voilà. Dis-moi, je t'avais entendu en entrevue dire que cet intérêt pour le contact avec les... Tu vas me le résumer, mais c'est lors de toi, tes premiers problèmes de santé là, que ça t'a mis un petit peu en face à face avec ce problème-là de la santé des soignants ou du contact avec le soignant peut-être. Oui. Puis de mon côté, moi, je me suis fait la réflexion, puis tu me diras ce que tu en penses, c'est que lorsqu'on est patient en tant que médecin, puis là, on a le rôle de patient, on dirait que l'on s'attend que notre médecin se comporte exactement dans la façon dont nous pensons nous comporter. Je sais pas si tu vois Hmm. ce que je veux dire. Oui, Puis il y a exactement. toujours une petite déception parce que c'est jamais tout à fait pareil. Tu sais, Et la façon dont la personne se présente, elle interagit, elle nous regarde, l'absence de toucher, puis alors que nous, on pense le faire mieux souvent. Tu sais. Donc, Hmm. puis il y a toujours une petite déception, ou souvent une petite déception après les rencontres. Je sais pas ce que tu en Ah, mais penses. c'est une super question. C'est une question qui me tracasse aujourd'hui parce que parmi les patients que j'ai, pas dans mon travail, mais dans mon bénévolat, j'ai des médecins. Et je trouve que les médecins sont les patients les plus durs à accompagner. OK. Pour cette raison-là, parce on développe des croyances, des représentations, des formes de médecine, de médecine du bien faire, ou le syndrome, par exemple, du sachant. Quel médecin va savoir mieux que moi gérer un burn-out? Ben moi, à mes yeux, c'est sûr que c'est tout le monde sauf moi-même. Parce qu'il y a tellement de biais euh, quand il s'agit de prendre en soin sa propre santé, qu'il est toujours préférable de la déléguer à quelqu'un que de prendre sa deuxième blouse et de s'occuper de soi. Il y a un phénomène qui se passe régulièrement chez des médecins qui passent de l'autre côté de la blouse pour des raisons de santé chez les hommes ou chez les femmes lors de la première grossesse, où elles sont contraintes de confier leur santé obstétricale à une sage-femme. Ouais. Voilà. Euh, des fois, pour la première fois, 30 ans, elles doivent déposer à la fois la santé physique, échographique, mais aussi les doutes, le stress.
et elle se rend compte des bienfaits d'avoir un tiers responsable de coordonner le bien-être en fait de la grossesse et parfois de suggérer des approches justement de bien-être qui peuvent aller des fois au massage, aux ateliers d'éducation, de préparation à la douleur, de respiration, de cohérence cardiaque, etc. Plein de, en fonction après de la patiente. En tout cas, bon, la grossesse n'est pas une maladie, donc de la femme, on va dire. Et j'ai perçu chez pas mal de mes consoeurs ce moment-là comme une première, un tournant qui est, qui est la première fois qu'elles ont dû se mettre dans le rôle d'un patient et qui leur a fait changer leur vision de la relation médecin-patient en, en mettant plus d'importance à la forme qu'avant. À la forme, j'entends, parfois ça va être la qualité de la salle d'attente, la, la poignée de main, peut-être le petit café qu'on va offrir, enfin, ça va loin, hein, qui va avoir après euh, une importance sur l'observance, sur la confiance qu'on va donner à cette sage-femme et à ce chirurgien, à ce médecin, qui pourtant n'est pas quelque chose de foncièrement en lien avec son niveau de connaissance, son prestige au niveau euh, universitaire ou au niveau de sa réputation, même si ça compte, bien sûr. Et moi, ça m'a toujours passionné parce que, au-delà de mon problème de médecine, de problème de sommeil, en deuxième année de médecine, j'ai eu un souci de santé très important au niveau du poumon, qui a nécessité une chirurgie en urgence, des soins intensifs, de la réanimation et la chirurgie thoracique, du coup, euh, avec un peu trois étapes clés. En chirurgie, j'ai eu un moment au réveil, un vécu assez, assez troublant, où je voyais donc une visite professorale. Je ne sais pas comment c'est à Québec, mais en France, c'est assez répandu. Le professeur, donc le chirurgien, faisait visiter aux étudiants qui avaient le même âge que moi, la vingtaine. Il me parlait à la troisième personne. Ah ben voilà, lui, c'est un collègue à vous, c'est hyper rare ce qu'il a, c'est un carcinome embryonnaire, machin, vous le trouverez jamais dans votre carrière. Et moi, j'étais là, mais j'existe. Après, j'étais sous morphine et je n'ai rien dit, mais je me suis senti chosifié, je me suis senti euh, vraiment pas considéré à ce moment-là. Puis, dans les soins intensifs, c'était un peu différent, c'est-à-dire que si mes constantes, ma tension artérielle, ma température étaient bonnes, c'est que j'allais bien. Alors que moi, je ne me sentais pas forcément bien. Mhm. Et inversement, il y a des moments où j'avais une hyperthermie, mais je me sentais bien. Enfin, en tout cas, c'était assez curieux. Et ensuite, dans la dernière partie, j'étais en rééducation dans un centre magnifique, dans un endroit magnifique en France qui s'appelle le Cap Ferret, qui a beaucoup compté parce que je mets beaucoup d'importance à la forme, mais ça compte. Et j'ai rencontré un médecin qui fait ma spécialité, ou plutôt j'ai choisi cette spécialité fort probablement grâce à lui, qui a été présent, euh, qui a apporté une attention sincère à ce qui était important pour moi à ce moment-là, et sans jugement. C'est-à-dire que ce qui était important pour moi, là, c'était deux choses. Ma petite amie, je voulais qu'elle soit informée, et mes partiels. Voilà, ça m'inquiétait, j'étais quelqu'un un peu d'anxieux, toujours en partie. Pour les deux choses, il l'a fait venir alors que théoriquement, il fallait attendre au moins 30 jours, etc. Il a contacté la fac et les personnes de la fac ont décalé les partiels que j'avais ratés à l'année suivante. Et pour moi, ça m'a permis de m'investir et c'était incroyable en fait. L'écart avec ce que j'avais vécu avant. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, je serai ce médecin-là, attentif
à la forme du soin, c'est-à-dire à la relation. Parce que moi, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'étais un peu rebelle. Et je pense que ça a quand même joué sur dans la façon dont j'ai pris à cœur ma rééducation. C'est-à-dire que peut-être qu'il aurait fait autrement, j'aurais pas été un patient compliant. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Pour répondre à ta question, des visites professorales, on en fait. Mais disons, le genre de discours dont tu parles, j'essaie de le tenir à l'extérieur de la chambre. Donc, pas devant le patient. Là. Donc, peut-être que j'ai certains collègues qui font ça, mais je pense que c'est tout à fait inacceptable. En fait, moi, ce que j'aime bien quand je fais des visites auprès des patients, j'aime bien quand, même si je suis sur place, le patient s'adresse à mon résident ou à mon étudiant. Ça souligne que que le résident a réussi à établir un vrai lien de confiance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là. Puis moi, ça me dérange pas du tout si je suis dans la salle ou avec mon résident, puis que je suis observateur dans le fond, même si c'est moi qui suis en charge. Donc, dis-moi, est-ce que tu penses que, comme médecin, on devient un meilleur médecin si on a été soi-même malade? Puis, je pensais un peu en aparté complètement, mais j'avais lu un livre sur la médecine du jogging, tu sais, puis du marathon, les cours de marathon, puis... la première page, quasiment, l'auteur disait, écoutez, si vous vous faites soigner pour une blessure sportive, comme marathonien, il faut absolument que votre médecin soit un marathonien. Sinon, il ne sera pas capable de vous traiter parce qu'il ne comprendra pas vos objectifs, les sacrifices que vous êtes prêts à faire. Donc, c'est sûr que la comparaison peut être un peu large, mais... Non, mais je fais je réponds si je répondrais de manière sincère, je pense que oui, avec l'aparté de la grossesse, en 2023, j'ai accompagné un interne dans la réalisation d'une thèse sur la santé des médecins généralistes. C'est pas très scientifique, mais il y avait une partie où on a laissé les personnes s'exprimer. Il y avait une partie très purement quantitative, statistique. Et il y avait quand même un désir d'avoir de l'expression libre. Et donc, il y avait des questions. Qu'est-ce qui ne va pas pour vous aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait faire Et quasiment 60% des 800 répondants ont pris la peine d'écrire. Et dans les personnes qui ont écrit, il y avait des médecins femmes. Et dans l'histoire qui ont été racontées, il y en a beaucoup qui ont été, justement, comme je racontais tout à l'heure, de l'autre côté de la blouse, sans forcément avoir eu de maladie, mais simplement par la grossesse. Et ça leur a permis de s'apercevoir, même s'ils en avaient peut-être l'intuition, qu'elles étaient rendues de moins bons médecins, faute de temps, faute de moyens. Et j'ai été étonné de ces résultats parce que je m'attendais à beaucoup de plaintes sur la considération, la rémunération. Et ce qui m'a le plus touché, c'est le conflit et le préjudice moral des médecins qui ne peuvent pas exercer comme ils rêvaient de le faire. C'est un peu comme tu disais tout à l'heure, je vais aller chez un médecin, je suis médecin et il ne me prend pas en charge comme
comme moi j'imagine que c'est bien de le faire. Mais là, ce serait toi, ce médecin-là. Mhm. Si tu te vois en train de bâcler ton travail, alors que tu sais pertinemment qu'est-ce qu'il faudrait faire. Mais t'as que un quart d'heure alors qu'il te faudrait 30 minutes ou autre. Hein. Un quart d'heure, je le prends exprès parce que c'est le temps moyen qu'un médecin généraliste a pour prendre en charge, dont 8 minutes d'administratif. Donc tout ça, c'est beaucoup ressorti, beaucoup trop ressorti pour que je me taise et que je n'en parle pas ouvertement après sur LinkedIn notamment. Et, euh, et donc, là où je réponds à ta question, c'est je crois qu'il faut avoir au moins expérimenté le fait d'avoir confié sa santé à un professionnel de santé, ouais. Parce que nous, ça nous expose à la vulnérabilité. C'est assez unique comme sensation de pouvoir, de manière sincère, déposer ce qui est difficile pour nous, physiquement, mentalement, nos objectifs, nos freins, des fois les enjeux qui peuvent dater de notre enfance, nos résistances, puis d'avoir le retour d'un professionnel sur, d'après ce retour extérieur, là, il y a des angles morts dans ma réflexion sur ma santé, parce qu'on le pense pas, mais on a beaucoup de biais. Et, euh, il me semble que j'ai pas trouvé aujourd'hui, même dans les personnes qui m'entourent et qui s'occupent des soignants, de profil où tout va bien, tout a toujours été parfait. J'ai toujours été mon propre médecin et je suis un très bon médecin, en tout cas les retours des patients que j'ai. Donc je peux pas dire qu'il faut pas passer par la case patient ou en tout cas confier sa santé. J'ai pas encore trouvé des contre-exemples, on va dire. D'accord, d'accord. Je t'ai entendu dire que deux choses quand même troublantes. Un, que la médecine était une profession solitaire. Puis Hmm. deux, tu parlais de culture médicale sacrificielle. Donc c'est quand même assez fort. Donc Oui, les deux vont ensemble ou deux entités séparées? oui, oui, je pense que ça va ensemble. Euh, Premièrement, donc les internes ou les résidents à Québec, donc on a pris l'habitude, en tout cas externe et interne, de faire une espèce de compétition à l'époque où j'étais interne, donc c'est-à-dire il y a 4 ans, c'est-à-dire quasiment maintenant, et c'est toujours le cas aujourd'hui, de masquer euh, nos vulnérabilités, nos failles, nos émotions, et de séduire nos supérieurs, ou en tout cas de montrer le meilleur, donc mettre beaucoup d'énergie pour faire bonne figure. Moi-même, j'ai jamais parlé de ma pathologie du sommeil où je me suis bourré de Ritaline, c'est le traitement de l'éveil pendant les stages les plus difficiles. Heureusement, il n'y en a eu que 2 de 6 mois pendant mon parcours. Mais je me rendais pas compte que je bousillais ma santé et que ça n'avait pas de sens. Mais c'était cette culture de à va le prendre le plus de patients, y passer le moins de temps possible, mais aller le plus loin possible dans la démonstration de son côté sachant, etc. Et au prix de sa propre santé. Je l'ai vécu, pas dans ma chair, mais très douloureusement en 2018, parce que on était 5 internes en compétition dans un stage très intense. On faisait du 80, 70, 80 heures semaine. Et on prêtait pas attention à soi ni aux autres. Et du jour au lendemain, ma co-interne n'est pas venue en stage. Et en fait, elle s'est suicidée. Hmm. Et en fait, moi, ça a été un gros tournant dans ma vie, dans ma carrière. J'ai mis au moins 2 ans à m'en remettre. Euh, et j'ai pris conscience que c'était du n'importe quoi, cette compétition, cette répartition des tâches, ce manque de personnel.
et de compenser sur son temps perso, sur son week-end, ça n'avait ça n'avait pas de sens. De pas prêter attention aux autres, de pas voir que ça n'allait pas, ne pas vouloir le voir. Ça m'a entraîné beaucoup, beaucoup de culpabilité. Et j'avais fait la promesse de prêter une attention sincère aux patients. J'étais toujours dans ça, mais j'avais pas pensé à prêter une attention sincère à mes pairs. Et bon, ça a mis du temps, hein. Voilà. Mais depuis ce jour, je me suis dit que l'un n'allait pas sans l'autre, en fait. Mais dis-moi, Il a fallu. Ouais. la collègue en question, rétrospectivement, est-ce qu'il y avait des symptômes ou des signes annonciateurs ou elle avait tellement bien caché que... Moi, enfin, on était. Mis à part le fait qu'on travaillait énormément et que on n'en pouvait plus, quoi. Elle n'en pouvait plus, que on attendait la fin, mais le stage semblait interminable. Pas, mais j'avais pas voulu chercher. Hmm. J'avais pas à cette époque l'idée d'aller demander si ça allait, quoi. Hmm. Donc, j'avais pas de signe annonciateur parce que j'ai pas dit ça va. Parce que ça, c'était pas dans ma grille de lecture du quotidien. J'avais pas d'attention pour mes pairs, quoi. Euh, mais je pense, le facteur déclenchant de mon engagement. J'ai besoin encore aujourd'hui d'avoir, d'être dans l'action pour les soignants, pour me sentir à ma place. Ça me fait un bien fou, en fait. Je le fais pour moi, pour elle, pour les patients aussi, pour les patients des soignants que j'accompagne. Et ça me semble cohérent. J'aime bien dire que j'ai pas une énergie illimitée du fait de mon souci de sommeil, mais en fait, c'est pas tellement un souci parce que moi, ça m'arrange bien d'un côté. Et donc, je vais mettre l'énergie là où elle est plus utile. Et, euh, et je crois que ouais, là où je la mets, en tout cas pour accompagner les soignants, je me dis ça peut accompagner leur file active de patients et donc avoir plus d'impact. Et je m'en rends compte avec euh, les publications que je fais sur LinkedIn qui me demandent pas tant d'énergie que ça, étant donné que ben, j'ai tellement cogité depuis que je suis étudiant, j'ai, on va dire, beaucoup, beaucoup de De matériel. contenu. Ouais, c'est ça. Et il faut juste que je le mette en regard d'études qui existent pour le crédibiliser, parce que je sais que je suis lu par aussi des décideurs, etc. Mais ça me demande pas tant de ce temps. Et puis, je vois l'impact que ça a en commentaire et beaucoup également en messages privés, parce que beaucoup de gens se sentent regardés par des supérieurs, parfois, qui leur font peur. Moi-même, j'ai eu beaucoup peur de publier. D'ailleurs, petit tips, j'ai bloqué une quinzaine de personnes, des gens qui me font peur, des fois même qui m'ont rien fait, hein, simplement qui étaient des gens qui m'effrayaient par ce qui mettaient des costards ou qui étaient des professeurs ou quoi. Et ça m'a soulagé, etc. Et donc, je me sens bien, en fait, d'agir, d'être dans l'action, dans l'association dans laquelle j'accompagne et je contribue à un mieux-être des soignants chez SPS aussi. Hmm. Tout ça fait beaucoup sens pour moi, ouais. Tu disais tout à l'heure là, de demander à un collègue ça va, là, mais Ouais, écoute, mais c'est tellement épouvantable. Parfois, on a des journées tellement pleines. On va voir un collègue qui n'a pas l'air de bien aller. Puis là, on se dit, ben, si je pose cette question-là, là, je vais perdre une heure, là. Mais tu sais, ça n'a ouais, aucun sens, là. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, là. On se dit, si je pose cette question-là maintenant, là, je suis coincé, là. Tu sais, j'ai déjà ouais, une demi-heure de retard dans ma clinique. Puis je vois bien que ça va pas, là. Mettons, le collègue en question a piqué une crise ou au bloc opératoire ou
est irritable ou a d'autres signes ou symptômes, là, un peu de fatigue ou d'épuisement. Là, je ne suis pas psychiatre, là, mais... Puis là, on se dit, si j'ouvre cette porte-là, là, c'est comme... je sais pas si tu as déjà vécu ça, là, mais ça n'a aucun sens, mais on le vit. Là, En fait, tu as trouvé exactement la réponse à ta question de tout à l'heure sur le lien entre l'isolement et la culture. En fait, cette culture-là, pourquoi je ne vais pas aller lui parler? En fait, on n'est pas isolé physiquement, non. mais on est isolé parce qu'en fait, on est dans des îlots de nous avec notre propre psyché. Et donc, celui qui pique sa crise, il a personne pour aller faire toc-toc, ça va. Même si toi, tu te dis, tiens, ce serait bien, mais je ne vais pas perdre 1 heure. Et c'est ça l'isolement, c'est qu'on est seul avec notre problème. Et c'est la culture qui fait que la culture, la surcharge. Mais c'est ça que je parle de isolement et culture. Il y a un lien. Isolement, c'est exactement ça. Et je l'ai vécu, mais surtout, je l'ai lu et relu et re-relu dans les témoignages ou dans les accompagnements. Des fois, il y a la frustration de ne pas pouvoir aider un collègue ou un patient. J'ai 30 minutes de consulte, à la 25e minute, j'ai une information cruciale. Je sais ce qu'il faudrait faire et je suis obligé de la nier. Là, il y a un préjudice empathique. Mais ça, c'est horrible. Enfin, idéalement, le bon médecin, il aurait le temps de le faire. Mais j'ai des charges, j'ai des autres patients derrière. Enfin, tout ce truc-là les professions de santé sont de moins en moins nombreux, ont de plus en plus de travail, sont de plus en plus pressurisés. Et donc, toute la partie humaine est sacrifiée et donc au prix de la partie technique, médicamenteuse, administrative. Et du coup, nous, le sens, il y en a encore un peu, mais plus trop. Pour une partie d'entre nous, en tout cas. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. On discute depuis tout à l'heure, je me demandais, pourrais-tu faire un corollaire entre la carrière de médecin puis celle d'un militaire ou... Ce serait boiteux peut-être, mais on parlait de sacrifice personnel tout à l'heure, puis moi je suis comme plus âgé, là, je suis comme à la fin. Comme je disais tout à l'heure, avant de commencer, j'en ai plus derrière que devant, mais j'ai comme passé toute cette période de l'internat, de la résidence, des longues heures, puis j'ai comme survécu. Puis là, c'est drôle parce que je parlais avec une résidente cette semaine, puis je lui disais à quel point, là, en tout cas, de ce que je connais de la chirurgie, c'est une profession qui est vraiment particulière. Là, donc, puis je parlais cette semaine même, j'ai fait un balado cette semaine avec une travailleuse sociale qui intervient essentiellement en gestion de crise auprès des premiers répondants, policiers, pompiers, ambulanciers. Mais elle va être sur place, disons. Là. Parfois, un ambulancier est en train de réanimer un nouveau-né, ou pas un nouveau-né, mais un jeune enfant dans la maison. Elle va être physiquement sur place, débriefé avec l'ambulancier après. Puis je lui disais, ce sont des métiers où
la satisfaction, c'est comme un plat de biscuits, là. Toutes les fois que tu fais un bon coup, là, tu sais, tu mets un biscuit dans le plat, hein, tu sais. Mais quand un incident survient, tu échappes tout le plat de biscuits au complet, là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu vas te Complètement. bâtir un an de satisfaction. Puis, tu sais, donc, t'es rendu, t'as comme 200 biscuits dans ton bol. Puis là, tu fais un truc croche, tous les biscuits tombent par terre. Puis là, t'es obligé de reconstruire. Je sais pas où... j'ai dit beaucoup de choses, là, tu sais, c'est comme... Je te laisse choisir. Ah non, non, ça me parle énormément, et pas qu'à moi, en fait. Il y a un concept, c'est le concept de soignant seconde victime. Je sais pas si ça te parle. Ça vient d'abord des vétérans de la guerre du Vietnam aux États-Unis, OK? qui ont vécu un préjudice, donc un traumatisme d'avoir été confronté à la mort, mais d'avoir contribué même, par exemple, d'avoir tué des gens parce qu'on leur a donné l'ordre. Et, on a fait le corollaire avec les soignants, des médecins, par exemple, en psychiatrie notamment, qui ont pas d'autre choix de prescrire des contentions, Mhm. qui savent qu'au fond, la contention, ça devrait être d'un autre siècle, mais pas assez de moyens, pas assez d'équivalent temps plein pour apaiser la situation hors contention médicamenteuse ou physique, prescrivent ça. Donc, tu vas tuer la pensée du patient ou va agir de manière violente, contribuer donc aux violences institutionnelles et donc moralement être traumatisé finalement. Et c'est pas mal, décrit dans les études. Et ça a un nom, ça s'appelle le traumatisme vicariant. Oui, tout à fait. Et moi, quand tu me parles de lien avec les militaires, je pense beaucoup à ça. Et ça va au-delà de je suis pas le médecin que je rêverais d'être là, je suis un vrai, enfin, je suis vraiment un médecin horrible, quoi. Enfin, j'ai fait une erreur médicale. J'ai tué un patient et culpabilité. Je suis dans un couloir, je me mets en colère, personne vient me voir pour me parler. Un chirurgien qui fait une erreur, il est tout seul. Le retour d'expérience, souvent, c'est assez technique. Ça va pas chercher qu'est-ce qui se joue en moi quand la personne est décédée. Rarement. On va aller voir dans le process. Souvent, dans l'erreur, c'est pas qu'une personne. Puis, même si c'est qu'une personne, il y a plusieurs choses. Cela dit, on est tout seul. Parce qu'il n'y a pas, enfin, c'est rare quand même d'aller dire au chirurgien, est-ce que tu veux pas faire organiser un groupe de parole avec un tiers qui serait pas du centre hospitalier, mais extérieur, qui est formé pour ça, pour les analyses de situations comme tu pouvais évoquer. Tout ça, c'est sacrifié parce qu'il n'y a plus de budget, parce que ceci, parce que cela. Pourtant, c'est si important parce que d'une erreur médicale, on passe à une culpabilité chronique, donc à une appréhension, et donc peut-être à une médecine moins bonne, peut-être. Puis une qualité de vie au travail moins bonne aussi. Enfin, Ou carrément, moi, j'ai vu des réorientations de carrière, même. bien sûr. Sur une erreur médicale, c'est Ah, hyper en connu. début de carrière, là, en chirurgie, là, ça peut être catastrophique. Là, donc, À cause de cette culture et de cet isolement quand on n'est pas bien ou quand on fait une erreur. Ouais. Puis à un niveau même supérieur, parfois Mm. certains milieux vont être tellement pathologiques que tu pourrais avoir le sentiment que les collègues sont même contents Ouais. que tu aies eu une complication. Mais ça, c'est terrible, mais ça pourrait arriver. Dis-moi, Ouais. donc on parle beaucoup de santé des soignants, mais je pense qu'on parle beaucoup de santé des soignants entre soignants. Donc, comme au Québec, moi, j'ai pas l'impression que ce discours-là percole beaucoup à l'extérieur, auprès des administrateurs, des politiciens, c'est comme si c'était balayé en dessous du tapis. Au Québec, je sais pas chez vous, c'est peut-être moins tabou que ça semble l'être chez vous. Peut-être, je ne sais pas, tu sauras me le dire, mais on est à l'aise d'en parler,
Mais on a l'impression que ça reste lettre morte un peu. Là. Puis là, j'inclus tout le monde là-dedans, là, toutes les personnes qui travaillent dans le réseau, là, infirmières, inhalothérapeutes, là, tout le monde, tout le monde. Mais du coup, toi, t'expliquerais ça comment? Pourquoi c'est tabou au Québec? Ben, comme je te dis, je pense pas qu'au Québec, on peut en parler. Là, tu sais. Donc, maintenant, Ok. les gens vont partir en congé là, pour épuisement professionnel, puis il n'y a pas de honte associée à ça. Là. Ça va être respecté. Les gens vont dire, écoutez, les amis, moi, il faut que je ralentisse parce que je me sens pas bien. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en parle entre nous. Mais moi, j'ai Hmm. pas encore entendu, en tout cas, si quelqu'un saura me l'écrire Non, non. sur le site, j'ai pas encore entendu le ministre de la Santé se Hmm. soucier de la santé des soignants. Là. Tu sais, j'ai jamais entendu ça, là, où les directeurs généraux Ah, donc, d'hôpital dire qu'ils s'inquiètent de la ouais. santé des soignants, tu comprends? Donc, on en parle entre nous, ça nous réconforte, je pense que ça aide, ça fait progresser, mais on dirait on en est encore un peu à cette étape-là. Je D'accord. sais pas si tu serais d'accord. Ou... Ah, enfin, c'est curieux parce que de notre regard avec mes collègues qui s'occupent de la santé des soignants, on trouvait que Québec, c'était inspirant, notamment un programme qui s'appelle PAMQ, Ça, c'est un... programme d'aide des médecins- pour les médecins généralistes, il me Non, non, semble. c'est pour tous les médecins, ça. Donc, ça, c'est un programme d'aide aux médecins du Québec qui est Ouais, gratuit, donc. Puis ouais, ça, donc, c'est un peu le penchant de ce que d'autres organismes vont offrir aux ambulanciers, pompiers, ok. policiers qui sont en situation. Donc, un médecin qui n'est pas bien va pouvoir consulter. Ce n'est pas vraiment une consultation médicale, ça va être plus des conseils, donc pour accompagner le médecin là-dedans. Donc, ça, c'est très apprécié. C'est gratuit. Hmm. Mais ça demeure un organisme tu sais, géré par les médecins pour les médecins. D'accord. Donc, En tout cas, nous, on s'est beaucoup, enfin, nous, je veux dire, en France, il y a euh, des associations se sont inspirées de ça parce qu'il y a 10 ans, ça n'existait pas en France, OK. des trucs qui ressemblent à ça. Après, comment expliquer ça? Euh, il faudrait que je parle dans une vraie explication. Non, non, mais c'est juste que parce que je trouve ça dommage, parce que j'ai entendu dire des gens, la meilleure façon de soigner les patients, c'est de bien soigner les soignants. Mais ouais, Mais on en est encore à l'étape où, tu sais, mettons, si on dit que 50, 60, 70% des soignants ont des enjeux d'épuisement professionnel, ça devient un enjeu de santé publique. Tu sais, on s'attendrait peut-être, de mon côté au Québec, à ce que le gouvernement intervienne, fasse quelque chose, dise, écoutez, il faut faire quelque chose. Mais on est dans cette culture, comme tu dis, cette culture ouais. sacrificielle où tu sais, moi, Mais personnellement, au moins, c'est. je travaille 60 heures par semaine, disons. Là, tu sais. Donc, moi, je peux pas, tu sais, demain matin, là, travailler 30 heures. Je veux dire, si tous les chirurgiens dans mon groupe passent à 35 heures par semaine, le système paralyse. Là, tu sais. C'est vrai. Alors là, tu sais, c'est comme un statu quo. On continue, puis on en perd un au combat de temps en temps. On est Exactement. plus là, tu sais. Comme on en perd un, ceux qui restent, ils ont un tout petit peu plus de travail. Ouais, c'est ça. Pareil en France hexagonale et aux Outre-mer. Euh, pour moi, c'est à cause de la politique néolibérale qui n'est pas pensée pour le bien-être, mais qui est pensée complètement différemment et qui ne prend pas en compte, enfin, ça ne fait pas partie du dénominateur où ça rentre pas dans les calculs, le bien-être ça n'a jamais été vraiment dans les calculs, le bien-être des professionnels de santé, sinon ça serait trop coûteux. Mm. Mais sinon, et du coup, il n'y a que les initiatives associatives, individuelles, par les pros, pour les pros. Mais c'est pour ça que je me suis engagé sur LinkedIn, c'est pour avoir une visibilité avec des gens qui mettent des costumes et qui décident euh, à la fois des directeurs d'hôpitaux, mais des politiques, des députés. Mais il me semble que c'est un problème mondial. Je commence à m'intéresser à tout l'Occident et je vois bien que les métiers à grande valeur ajoutée humaine, donc de l'aide, de l'enseignement, du soin, police, militaire, etc., le côté
par exemple, et si on utilisait le bien-être au travail comme critère Un indicateur. d'une bonne entreprise, Ouais. un indicateur d'une entreprise qui est de qualité, qu'elle soit privée ou publique, est toujours balayé parce que ça entraînerait un remaniement de tout. Et du coup, pour l'instant, c'est pas possible. Et du coup, ouais, il y a que pour l'instant, moi, je lance des drapeaux rouges, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Mais écoute, il va y avoir un prix à payer pour ça parce que moi, j'ai plusieurs collègues là, dans mon cercle proche là, qui envisagent de prendre leur retraite là, puis à un relatif jeune âge là, pour un médecin. Là. Des gens qui veulent arrêter au début de la cinquantaine, mi-cinquantaine. Fait que t'imagines, mettons, tu prends ta retraite 10 ans avant l'âge, ou 5 à 10 ans avant l'âge qu'on pourrait qualifier de normal pour nous au Québec, là, qui serait... imagine Bien la sûr. quantité de services perdus. C'est incroyable. Il y a même un phénomène hyper connu qui est euh, le, en fait, le non-engagement des jeunes. C'est-à-dire que le résident, avant d'entrer là dans une carrière, peu importe la spécialité, mais on connaît mieux la population des médecins généralistes. Il est beaucoup plus hésitant aujourd'hui pour entrer dans une carrière hospitalière ou libérale. Et très souvent, maintenant, il va regarder des options qu'il ne regardait pas avant, comme le médico-social, le salariat dans des entreprises comme collaborateur à médecin du travail, ou même de la téléconsultation. Et du coup, effectivement, à l'hôpital ou en libéral, la charge de travail sur les restants, c'est pareil. Comme il n'y a pas de nouveaux entrants, Mhm, elle augmente. Et comme les retraités partent plus tôt, pareil. mhm. Donc oui, ça s'effondre là, c'est en train de s'effondrer. Et mais comment naviguer avec aisance et parfois moins d'aisance dans un système qui s'effondre? Bah, je crois que c'est l'action qui fait qu'on est à l'aise par un podcast, par la communication, par l'accompagnement de personnes dont ils ont besoin. Moi, je le fais d'abord pour moi, parce que je me sens bien à le faire, parce que je perdrais trop d'énergie à parler à des gens qui parlent pas le même langage, qui n'ont pas la même grille de lecture politique. Après, je suis pas hyper calé en sociologie et en politique, mais je vois bien que ça va pas et les personnes ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas au bloc avec toi à voir comment ça fonctionne, quoi. Bon. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une deuxième année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Pour qu'on comprenne bien l'ampleur du problème, là, je t'avais entendu partager un peu des statistiques vraiment sur les enjeux là, qui touchent les médecins, là, ou la qualité de vie, ou les enjeux de maladie au niveau des sommeils, maladies, dépendance, problèmes de douleurs chroniques, d'épuisement professionnel. Là. Si tu me dressais, disons, un petit tableau là, un peu un mélange de tous ces enjeux-là par rapport à ce qu'on pourrait appeler la Ouais. population générale. Ou, Ouais, alors j'ai plus tout en tête, mais ce qui m'avait marqué dans l'étude, c'était donc dans l'étude que j'avais faite avec un interne en 2023-2024, c'est déjà
l'autoprescription de psychotropes. On a le pouvoir de prescrire, mais on a le pouvoir de se prescrire à soi. Et 15% des médecins avouent dans l'étude, c'est anonyme certes, s'autoprescrire des anxiolytiques et des psychotropes, donc des médicaments antidépresseurs, etc. Ça compte pas ceux qui en prennent avec un psychiatre. Je parle de se l'autoprescrire, sans le dire à personne. Plus il y a 20% des médecins qui consomment de manière régulière de l'alcool. Il y a dans l'étude, par rapport à la population générale, il y a un tiers des gens qui souffrent de troubles musculo-squelettiques ou de douleurs subchroniques ou chroniques. Et les soignants, en général, pas les médecins, mais les soignants en général, c'est 2 tiers. Pourtant, on se dit que c'est des professions à forte valence intellectuelle pour les médecins, bon, les autres soignants, pas forcément, mais voilà, douleurs chroniques et troubles de la concentration, 80%. Troubles de l'attention, de la concentration, très liés au stress, très liés au manque de sommeil. Manque de sommeil, c'est plus de 70%. Il y a une différence entre insomnie et manque du sommeil, c'est-à-dire que manque du sommeil, c'est presque 80% des soignants n'ont pas les minimums de l'OMS en termes de sommeil. Le minimum, c'est 7 heures, de manière chronique, même week-end compris. Les soignants, ils n'ont pas ça. Ils ont en moyenne, par rapport à le citoyen français ou québécois moyen, 1 heure de moins. Sur une vie, c'est énorme. Les études populationnelles montrent le manque de sommeil chronique égale risque relatif accru de cancer, maladie cardiovasculaire. Ça peut être temporaire, ok. Désolé de te dire ça, mais je suis sûr que tu n'as peut-être pas un super sommeil, mais en tant que chirurgien, désolé, hein. Je ne veux pas te stresser. Mais... Ça va, mais... Bon, mais bon, le tableau, c'est catastrophique. Moi, c'est ça qui m'a poussé, là, quand j'ai eu le tableau, je me suis dit, il faut que j'alerte, que j'en parle, parce que c'est pas que... c'est des vies humaines, c'est pas juste des chiffres. C'est des vies humaines empathiques, qui donnent tout, qui comptent pas les heures, entre guillemets, même si moi, je pense qu'ils devraient. Je peux te raconter une anecdote sur les arrêts de travail. En Guadeloupe, on a eu. Donc j'ai fait une partie de mon résidanat, enfin mon internat en Guadeloupe. Et on a eu, avant la crise Covid, une pseudo-crise Covid, c'est le CHU qui a brûlé, l'hôpital. On a vécu, du coup, là, on a perdu tous les biscuits d'un coup, c'est-à-dire que on a dû travailler tous en mode dégradé, mais de chez dégradé militaire en tente, sans informatique, et tous les internes étaient appelés un peu au hasard pour faire des gardes. C'était le qui-vive H24, hyper agitation, hyper stress. Et j'avais un collègue avec qui je pouvais faire la fête le week-end, que je voyais la semaine dans des groupes de parole que j'organisais, qui me disait, des fois, je me demande quand je rentre le soir qu'est-ce qui se passerait si je me plante dans un arbre. Et là, je commence à le tilt de mon traumatisme de ma co-interne que j'avais perdue. Je lui dis, bon, écoute, faut que tu t'arrêtes. Je t'arrête, en fait. Et le gars, il voulait pas. Il dit, mais attends, mes collègues, on est que 5 dans le service. Comment, si je m'arrête, c'est foutu. Bon, ça a mis 2 heures de négociation, mais l'arrêt de travail, c'était un aveu d'échec et d'incompétence. Si je m'arrête, c'est que je suis nul, en fait. C'est que je ne mérite pas ce métier. C'est ça, tout ça, cette culture, etc. Donc, ça commence à changer parce que je vois que moi, en tant qu'homme, parce que ça compte quand même, avouer sa vulnérabilité. Pour un homme, c'est pas ce qu'on voit le plus fréquemment dans les médias. Et donc, c'est pour ça que je dis quand même en tant qu'homme, sur LinkedIn, c'est assez peu, et médecin, bien sûr, avec un statut en jeu, etc. Je vois que ça parle à beaucoup de personnes, et des hommes et des femmes, et qui alimentent et surenchérissent énormément. Et du coup, mon objectif, il est en train de fonctionner. Je suis hyper satisfait de ça parce que
Ma frustration à la fin de mon travail de recherche, c'était bon, le constat est catastrophique. Je vois quand même, ça m'a fait du bien parce que dans la discussion de la thèse, j'ai voulu regarder qu'est-ce qui existe. Donc c'est là où j'ai découvert le PAMQ au Québec et en France, j'ai découvert l'association SPS dans laquelle je travaille et d'autres initiatives. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens ne connaissent pas? Pourquoi moi-même je ne connaissais pas, même à l'époque en 2018? Et je me suis dit, je vais me placer un peu en lien entre les deux, en parlant de moi. Je vais tenter le coup de créer de la visibilité pour ces choses. Si jamais un jour, quelqu'un dans le couloir, dans les vestiaires, il est en larmes ou il est en colère, peut-être qu'un collègue, il va avoir envie de lui dire est-ce que ça va? Ou alors, il va avoir envie de lui suggérer l'application avec le numéro. Alors ça, c'est si ça va pas, mais aussi la prévention. Il va avoir lui dire, tu sais, les arrêts de travail, c'est pas que pour les métiers normaux. Mhm. Enfin, voilà. Dis-moi, Tout ça, mon objectif. quel conseil donnerais-tu à un professionnel de la santé aujourd'hui qui travaille, là, mais qui sent que ça va moins bien ou les gens sont pas toujours capables de mettre un mot sur ce qu'ils ressentent, mais c'est pas comme c'était il y a 5 ans. Là, ça me tente moins le matin. Comme tu dis, je dors moins bien. Je suis plus irritable. Mes enfants m'énervent. Puis on fait pas nécessairement le lien entre tout ça. Tu sais. Puis s'il y avait un conseil à donner, ce serait... on peut pas savoir si c'est passager ou si c'est le début d'un épuisement professionnel. Et donc, le conseil que je donnerais, c'est d'évaluer. Et pour ça, il y a un auto-questionnaire. Est-ce que tu pourrais le mettre en description de la vidéo? Oui. Et sur un site très bien fait qui s'appelle Souffrance et Travail, qui permet de justement savoir si on est dans le domaine de, par exemple, la dépression saisonnière ou quelque chose qui pourrait être passager ou voilà, gérable, ou si là, ok, on est dans le diagnostic de syndrome d'épuisement professionnel, il faut en parler à un professionnel. Donc, je vais voir un médecin et puis peut-être derrière, ce sera mon médecin traitant. Même si je suis médecin, j'ai le droit d'avoir un médecin traitant. Ce serait, voilà, mon premier conseil, c'est de s'évaluer parce que pas écouter cette petite voix qui dit non, mais c'est rien. Plutôt écouter quelque chose d'objectif, d'extérieur qui va mettre un score, quoi. Enfin, voilà. C'est bien. Maxime, on approche la fin. Si je t'envoyais une baguette magique virtuelle aujourd'hui, puis tu peux changer instantanément une chose chez toi en France pour améliorer la santé des soignants ou la santé mentale des soignants, c'est instantané. Tu ferais quoi? Je ferais revenir ma co-interne, je pense. Ah, c'est bien. C'est super. Excellent. Puis, dernière question, peut-être la plus difficile, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, c'est la section baguette magique du podcast. Pareil. Ah oui, ok. Excellent. Quel était son nom? Je préfère pas le dire. D'accord, je respectais ça. Excellent. C'est bon. Ouais. Écoute, Maxime, je te remercie beaucoup. Ça a été extrêmement agréable, puis on va continuer à faire évoluer cette cause-là, puis au plaisir d'un prochain entretien. Ouais, merci à toi, hein, vraiment, c'est super, je suis très content de cet échange. Merci. Prends bien soin de toi. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.